Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 91.fm, radiograndlac.com ou Radio Grand Lac disponible sur vos applications de smartphone. Bonsoir Vincent, nous sommes Bonsoir que deux Kevin. ce soir. Oui, tout à fait. J'avais remarqué déjà, ça c'est sûr. Mais oui, il est encore en tournage, si je ne m'abuse. Tout à fait. Faut pas le dire, il faut attention, il commence à prendre une envergure incroyable, ce Guillaume. Tout à fait, mais il sera là la semaine prochaine sans faute. Voilà. Et puis alors nous, on va faire très attention à ce qu'on dit parce qu'apparemment on est écouté. Et j'espère qu'on n'est pas filmé. Par contre, tiens-toi mieux, Kevin, s'il te plaît. Pour le programme de ce soir, eh bien, comme d'habitude, nous allons parler des sorties de la semaine. Une sortie un petit peu timide, je ne vais pas vous le cacher. Ouais, t'avais pas l'air emballé. On est un petit peu dans le creux de la vague en ce milieu de mois de février, mais bon, peut-être qu'on va avoir quelques bonnes petites surprises. Ensuite, en deuxième partie, nous allons donner nos avis sur les films qui sont sortis la semaine dernière. J'en ai vu 3. J'ai vu Captain America, Brave New World, Bridget Jones, folle de lui, ou encore The Brutalist, le film très très dense de 3h35 avec entracte, je précise. Et puis enfin ce soir nous ferons un focus sur le sport au cinéma, puisque l'une des plus grosses sorties de la semaine est un film consacré au sport. Et donc sans plus tarder, mon cher Vincent, tu vas nous parler de ce film. Il s'agit de Mercato, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Tristan Seguela avec Jamel Debbouze, Monia Chokri et Hakim Djemili. Mercato nous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui, industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent de joueur, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du Mercato. On écoute un extrait. T'as 10%, c'est pour le reste du cœur, là. Tu nous dois 300K. 300 000 euros où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que moi tu dis m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Voilà, donc un rôle de premier plan quand même pour Jamel Debbouze. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu un rôle principal. Avec les coulisses cruelles et certainement très particulières de ce monde-là. Du mercato footballistique. Qui draine des milliards, comme on le sait. Ce qui, d'ailleurs, à mon avis, entache largement l'état d'esprit du sport. Tout à fait. Et que j'espère me passionnera beaucoup plus que le sport en lui-même qu'est le foot. Oui, peut-être que l'envers du décor est plus intéressant. Moi, c'est ça que je trouve dommage dans cette cet environnement du foot où justement il y a plus que il y a quand même il est beaucoup question du fric en fait. Ah ben oui. C'est un peu dommage, ça entache la beauté du sport. Mais ça donne peut-être de bons films. Ah il faut voir sur le côté un peu insidieux de toutes les magouilles qui peuvent se faire dessous, ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Autre proposition cinématographique cette semaine, c'est Dis-moi juste que tu m'aimes. Ça sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté. C'est réalisé par Anne Leni. C'est avec aussi Omar Sy, Élodie Bouchez, Vanessa Paradis et José Garcia. Au bout de 15 ans de mariage, une crise met à l'épreuve l'union de Julien et Marie. Dans le couple, cette dernière a toujours été celle qui aimait le plus. Aussi, au moment où Anaël, le grand amour de jeunesse de son mari Julien, réapparaît dans le paysage, Marie panique. Perdue dans une spirale infernale de jalousie et d'autodépréciation, Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique. Celui-ci va se révéler aussi manipulateur que dangereux, jusqu'à faire basculer leur liaison dans le fait divers. On écoute un extrait. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. Alors, j'aime beaucoup Anne Leni, mais alors là, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a l'air catastrophique. Alors, j'ai juste un petit trou de mémoire là. Tu as bien parlé de José Garcia quand même. Tout à fait. Ouais, parce que d'accord. Qui joue le patron. Le rôle pas très sympathique. Voilà. Mais alors,
amour de jeunesse qui revient, et puis ensuite c'est mélangé avec liaison adultère avec le patron, et le patron qui, enfin, ça a l'air très 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 complexe. Ouais, la bande-annonce m'a l'air assez prometteuse quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Je t'avoue que moi, j'étais intéressé de base, et la bande-annonce m'a refroidi parce que j'avais l'impression d'un gloubi-boulga de drama, enfin, je sais pas. Bon, ma foi. À voir, mais j'espère que c'est beaucoup mieux réussi que la bande-annonce. Autre sortie cette fois-ci du côté du cinéma d'horreur, Vincent. Alors, The Monkey, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Osgood Perkins avec Theo James, Elijah Wood et Tatiana Maslany. Lorsque Bill et Al, des jumeaux, trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux. On écoute un extrait. Puis soudain, elle apparut. Une créature venue d'ailleurs, punissant les coupables, les innocents. Et tous les autres. Attends. Voilà, donc cinéma d'horreur. Toi qui es un peu friand de ce genre cinématographique, ça te tente pas celui-ci ? Alors, je t'avoue, pourquoi ça ne me tente moyen ? Parce que le réalisateur Osgood Perkins est celui qui a réalisé un film d'horreur l'année dernière qui s'appelait Long Legs. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé. Non. Avec Nicolas Cage qui avait du coup ce rôle de tueur étrange, voilà. Et pour finir, il ressemblait à un frère Bogdanov. D'accord. Donc j'avoue que le film de l'année dernière étant tellement un pétard mouillé à mes yeux que je me méfie. Là, j'avoue que le casting me donne envie parce qu'il y a un peu circonspect quoi. Il y a Elijah Wood que j'aime bien, ouais, bah oui. Qui est Frodon Saquet. Voilà, rappelons-le. Flipper pour ceux qui sont encore qui se souviennent encore plus loin. Mais du coup, voilà, le casting me donne envie. Le réalisateur me fait un peu peur, mais peut-être que Long Legs n'était qu'une erreur de parcours et que ce film-là sera mieux réussi. Peut-être. C'est tout ce que j'espère. Cette fois-ci, dans la comédie, on a Avec ou sans enfants, toujours au Toile du Lac et au Pâté, c'est réalisé par Elsa Bayo avec Ryan Bensetti, Nadia Rose et Joséphine Drey. Quand Pio et Anaïs annoncent leur mariage à leurs amis, c'est clair, ce sera sans enfants. 3 jours de fête et de prosecco en perspective. Mais quand leur bande de potes débarque avec les enfants, pensant pouvoir les cacher aux mariés, les catastrophes vont très vite arriver. On écoute un extrait. Moi, une fête sans enfants, je vois pas l'intérêt. Non mais ils sont trop mal, on peut pas les laisser avec la nounou là. Surprise! Ah ouais, donc tout le monde a ses bébés quoi. On fait quoi, on lâche la bombe direct? Voilà, donc une comédie qui... Sur une base assez mince, mais qui peut être rigolote, effectivement. Hein. Mais une base qui est assez... récente, on va dire. C'est la mode un peu actuellement de faire des... C'est assez de préciser sans enfants. Mais c'est assez mince quand même. Hein, mais basé là-dessus, peut-être que ça peut fonctionner, effectivement, dans le registre comédie. À voir. Autre sortie, Vincent ? Alors, l'attachement qui sort au Victoria et à l'Astrée de Karine Tardieu avec Valéria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaille et Vima Laponce. C'est l'histoire de Sandra, quinquagénaire, farouchement indépendante, partage soudainement et malgré elle l'intimité de son voisin de palier et de ses 2 enfants. Contre toute attente, elle s'attache peu à peu à cette famille d'adoption. On écoute un extrait. Quoi, ça, oui ou non? Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman. Elle est morte. Ouais. E me perdoe se eu insisto neste tema. Voilà, donc un nouveau drame avec Valéria Bruni-Tedeschi. Pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup les acteurs là. Valéria, donc la sœur de Carla, et puis Pio Marmaille que je trouve très bon dans de nombreux registres, je trouve. Oui, c'est vrai qu'il s'est un peu essayé à tout, que ce soit le blockbuster KPDP avec les 3 mousquetaires ou les drames plus intimistes comme celui-ci. Il a touché à pas mal de sujets, enfin de genres très variés, je trouve. C'est vrai. Et j'aime bien quand il fait de la comédie aussi. Je trouve qu'il est assez rigolo, quoi. Oui, c'est vrai. Il est très attachant. Donc, en particulier dans le film Encore de
De Capiche, voilà, j'ai dit Roson, mais non, c'est Capiche. Il y en a eu de Capiche. dans un milieu social là, avec comment il s'appelait oui, je vois de Nakache et Toledano. Voilà, c'est ça. C'était une année difficile. Une année difficile, c'était pas mal du tout aussi. Il y avait vraiment un potentiel incroyable, comique assez incroyable, et puis avec beaucoup d'émotions également, comme savent le faire ces deux réalisateurs. Ouais. Autre sortie, c'est La Fabrique du mensonge, disponible seulement Victoria de Joachim Lang, avec Robert Stadlober, Fritz Karl et Franziska Weiss. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Goebbels est devenu l'éminence grise d'Hitler. Convaincu que la domination du Reich passe par des méthodes de manipulation radicalement nouvelles, le ministre de la propagande contrôle les médias et électrise les foules, au point de transformer les défaites en victoire et le mensonge en vérité. Avec le plein soutien du Führer, Goebbels va bâtir la plus sophistiquée des illusions, quitte à précipiter les peuples vers l'abîme. Donc c'est un film biographique sur Goebbels, sur la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nerf de la guerre qui est quand même l'information et qui est d'autant plus d'actualité, encore plus dans notre monde où les technologies médiatiques ont été plus que développées. Avec l'intelligence artificielle, notamment. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire le parallèle. Oui. C'est un sujet qui est éminemment le pouvoir crucial. Le pouvoir de l'information. C'est. Autre sortie, cette fois-ci, c'est cinéma coréen, il me semble. Voilà, et qui sort au Victoria de It's Okay de Kim Hae-young avec Ri Lee, Jin Seo-yeon et Chung Soo-bin. Voilà. Vous connaissez, je suis content. Je ne vais pas m'étendre. Une adolescente pétillante s'entraîne dur avec ses camarades afin de préparer le 60e anniversaire de son école de danse. Orpheline et menacée d'expulsion, elle tente de maintenir le cap dans un monde aussi exigeant que celui de la danse. Et il n'y a pas d'extrait. Il n'y a pas d'extrait, mais le film, voilà, a l'air comédie dramatique, intéressante aussi, avec une jeune actrice très prometteuse. Du côté de nos amis cinéphilex, 2 films cette semaine. On a tout d'abord Crossing Istanbul, disponible les mercredis, jeudi, vendredi, dimanche, lundi et mardi au Victoria. C'est un film réalisé par Levan Akin avec Mzia Arabouli, Lucas Kankava et Denis Dumandli. Histoire de Lia, professeur à la retraite, qui s'est promis de retrouver Tekla, sa nièce disparue depuis trop longtemps. Cette quête l'amène à Istanbul, ville de tous les possibles. Elle y rencontre Evrim, une avocate qui milite pour les droits des personnes trans, et Tekla lui semble alors de plus en plus proche. Et Cinéphilex propose une projection donc spéciale ce samedi concernant le film Les Oubliés de la Belle Étoile en présence de la réalisatrice Clémence Davigo à 20h. C'est donc Les Oubliés de la Belle Étoile réalisé par Clémence Davigo. L'histoire de Dédé, Michel et Daniel ont tous les 3 passé une partie de leur enfance dans le centre de redressement de la Belle Étoile en Savoie. Leur séjour dans ce lieu entre les années 50 et 70 a bouleversé leur vie. Avec la complicité de la réalisatrice, ils se réunissent pour briser le silence. Loin de la violence qu'ils ont subie enfant, le film construit un écrin de confiance où la pudeur de l'écoute ouvre un espace pour la parole et la résilience. Une épopée bouleversante sur le chemin de la mémoire et de la justice. Et puis, une petite annonce à nos agendas, mesdames et messieurs. Attention. Chères auditrices, chers auditeurs, puisque l'association Catra, donc le club vidéo Catra, organise le vendredi 28 mars une soirée du film court au cinéma Victoria à 20h, entrée gratuite. Alors, il y a plusieurs courts-métrages, mêlant en fiction, animation, documentaire, donc beaucoup de sujets avec soi, comme par exemple la rénovation du théâtre. Donc voilà, nous aurons l'occasion d'ailleurs de les recevoir prochainement. Voilà. Et puis nous, on va vous parler assez régulièrement de cet événement qui aura donc lieu le vendredi 28 mars à 20h au cinéma Victoria. Entrée gratuite. Profitez-en. Avec des films qui ont certainement une très belle qualité. Tout à fait. Donc ils sont évidemment à découvrir et à voir, et d'autant plus qu'ils sont en plus l'entrée étant gratuite, donc c'est formidable. Voilà. Que demande le peuple? Que demande le peuple? On va faire une première pause musicale, et alors évidemment, vu que ce soir l'émission cinéma se consacre ainsi un peu au sport, eh bien je vous ai préparé une petite sélection de chansons de films sportifs, et on va commencer par Secret Garden de Bruce Springsteen, tiré du film Jerry Maguire, un très bon film, on en reparlera en fin d'émission, et en tout cas on se retrouve tout de suite après cette chanson. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.
La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie de Vincent. Rebonsoir. Salut Kevin. Rebonsoir. Et après avoir évoqué les sorties de la semaine, il est temps de donner nos avis sur les sorties précédentes. Et qu'est-ce que nous vous avions déjà conseillé au préalable? C'est récurrent parce que là, ça fait un petit moment déjà qu'on a ces titres-là. Ah oui. Tu les avais classés un peu dans l'ordre préférentiel, là, non? Non, c'est par ordre de sortie, je crois. D'accord. Donc parce qu'il y a toujours un ours dans le Jura qui fait son grand bonhomme de chemin. Et il y a Enfanfare et Sonic 3 aussi. Et Enfanfare et Sonic 3. Qui sont les plus anciens. Voilà, qui sont les plus anciens et qui continuent de fonctionner à tout va. Oui. Moi, un ours dans le Jura, j'avais bien aimé. On l'a vu chacun d'entre nous. Mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de rythme. Mais sinon, c'est un parfait divertissement, un peu dans l'humour noir. Oui. Il y avait un parfait inconnu, donc le biopic sur Bob Dylan. Bon biopic. Voilà, que tu as vu. Et que tu as bien aimé, je crois. Paddington au Pérou, film assez. C'est le troisième des Paddington, de la série des Paddington, et qui est, ma foi, plutôt pas trop mal. Très bon film familial. Franchement, emmenez vos enfants, c'est et Maria, le biopic sur Maria Callas, bien entendu, interprété par Angelina Jolie, qui mérite le détour du fait de l'interprétation de Angelina Jolie, manifestement. Surtout que j'ai appris quelque chose cette semaine, c'est que je pensais que ce n'était pas sa voix qu'on entendait au moment où elle chante, et en fait, il faut savoir qu'ils ont mélangé sa voix et celle de Maria Callas. D'accord. Et qu'il y a quand même 70% de la voix qui est Angelina Jolie. Parce qu'en fait, elle a pris des cours pour ce film et elle s'est rendue compte qu'elle avait certaines capacités. Mais est-ce que c'est pas un peu pour l'histoire du film, pour attirer le challenge, je dirais, parce que personne ne peut imiter Maria Callas, entendons-nous bien. Non, mais en fait, c'est à des moments chantés où nécessairement on les a pas, les enregistrements de Maria Callas à ce moment-là. Mais par contre, du coup, je trouve que ça apporte encore plus à la dévotion qu'a fait Angelina Jolie à ce rôle. Franchement, c'est impressionnant et rien que pour ça, ce film vaut le détour. C'est quand même la cantatrice la plus célèbre, lyrique la plus célèbre au monde. Bien sûr. Maria Callas. Et nous sommes toujours mitigés par contre concernant Mufasa et Vaiana 2 qui sont toujours en salle. Et par contre, je vous déconseille, puisque je suis le seul à l'avoir vu, je vous déconseille God Save the Tuche. Bon, il est déjà en train de cartonner, il est déjà à 1,6 million, il me semble. Donc de toute façon, mais c'est peut-être sans doute l'épisode de trop. Voilà. Puis si vous voulez vous épargner une place de cinéma pour aller voir d'autres choses plus intéressantes, n'hésitez peut-être pas. N'hésitez pas. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir prochainement. Oui. Voilà. Après, il n'y a rien qui n'égale l'ambiance d'un cinéma, évidemment. Évidemment, mais il y a d'autres films. Et par exemple, alors je vais vous en parler de 3 ce soir. Il y en a quelques-uns qui m'ont pas trop plu. Captain America, Brave New World. On va commencer par le gros morceau, on va dire. C'est le 35e film du Marvel Cinematic Universe. 35 déjà. 35 en 17 ans? Oui, en 17 ans. Du coup, ce Captain America 4 a la particularité, c'est que du coup, Steve Rogers n'est plus. Et donc, comme on avait vu dans le dernier Avengers, Captain America transmettait son bouclier à son ancien acolyte qui était le Faucon et qui maintenant endosse le costume j'avais même pas suivi de Captain America. C'est comme dans la BD, c'est exactement comme ça. Je me suis arrêté il y a loin. Et du coup, dans ce 4e volet, le nouveau Captain America a fort à faire avec l'actuel président des États-Unis qui, dans le Cinematic Universe, est Thaddeus Ross, désormais interprété par Harrison Ford, qui remplace William Hurt suite à son décès qui est hélas intervenu, il me semble, il y a 2-3 ans. Et du coup, Harrison Ford a repris le flambeau au niveau de ce rôle et du coup, tenue de figure trouble, on va dire. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? On sait que ce personnage-là qu'on a vu dans plusieurs films, dont l'incroyable Hulk, n'était pas très sympathique. Donc, il y a une petite ambiguïté. Voilà, il y a une petite ambiguïté. C'est intéressant que l'ambiguïté soit sur le président de la République des États-Unis. Je trouve que c'est amusant. Puis c'est aussi très drôle de revoir Harrison Ford dans ce rôle-là de président, alors qu'on l'avait déjà vu dans Air Force One.
Captain America, qu'est-ce que ça vaut? Alors, pour pas vous cacher, c'est un film que j'ai déjà beaucoup oublié. L'action est au rendez-vous. L'affrontement final vaut quand même le détour. Il est très sympathique. Il est sur l'affiche, hein, faut pas le mentir. C'est l'affrontement entre Captain America et du coup ce fameux Hulk rouge. C'est Harrison Ford, on voit sa tête. Donc ça, l'affrontement est vraiment très réussi parce que ça fait plaisir de revoir un Hulk violent et qui donne des coups, alors que ça faisait quelque temps qu'on voyait un Hulk plutôt ramolli du côté de Marvel. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, le film est un peu trop longuet et il nous développe une histoire de complot vraiment pas intéressante. L'histoire de méchants cachés, et en fait on nous ressort des intrigues vieilles d'il y a 17 ans, puisque ce Captain America 4 est plus une sorte de l'incroyable Hulk 2. Et du coup, on a l'impression que si on n'a pas fait nos devoirs juste avant d'avoir vu le film, on a un peu déboussolé. Oh bah là, alors, tu te rends compte, 35e, ça fait beaucoup. Voilà, et c'est quand même quelqu'un... ça devient indigeste. Hein, moi, je suis assez aficionados de ce que fait Marvel. J'aime globalement le cinéma popcorn. Là, c'est vrai que ce stade de film, c'est un peu ronflant, c'est un peu plan-plan. Ça vaut pas vraiment le coup. C'est vraiment une production qui souffre du fait qu'il y a eu pas mal de reshoots en plus. Donc le film a été retourné plusieurs fois et du coup on voit qu'il y a des dialogues qui ont été insérés à la va-vite devant des fonds verts, mais ignobles pour des productions qui coûtent ce montant-là. C'est limite honteux. Donc voilà, c'est un Captain America de maigre facture, voilà, ça ne vaut pas les 3 précédents. Anthony Mackie s'en sort plutôt bien, je trouve, dans le rôle, parce qu'il a ce côté, lui, il n'a pas eu le super sérum, donc il n'a pas une force herculéenne. Donc j'aime le fait que dans les combats, on remet... Il y a une certaine fragilité. Voilà, son humanité. Ouais. C'est-à-dire qu'il prend des coups, puis alors, il en prend un paquet, mais il les rend, quoi. On se doute quand même qu'à la fin, voilà. Oui, bien sûr. Alors c'est ça qui est un petit peu dommage, quoi, mais... Et voilà. Et Harrison Ford, je craignais qu'il était là juste pour cachetonner. Non, ça va, il s'en sort pas trop mal. Il a quel âge, Harrison Ford, là, entre nous? Plus de 80 et des broutilles. Mais c'est impressionnant. Le cinéma fait des merveilles quand même. Hein. Non, Pierre, il entretient bien, hein, quand même. Ce que j'aime avec Harrison Ford, c'est qu'il est cash. On lui dit tout le temps, mais pourquoi vous acceptez ce rôle? L'argent. Voilà. Oui, bah bon. Voilà. Mais pas trop à son honneur non plus quand même. Hein. Voilà, Captain America Brave New World. Si vous avez envie de voir tous les Marvel, que vous avez envie d'être à jour, allez le voir. Si franchement vous n'êtes pas très pressé de découvrir ce film, je vous dirais d'attendre qu'il soit disponible sur Disney+ ou de le voir à la télé. Et d'autres films Marvel cette année me tentent beaucoup plus, donc à voir. Autre sortie, mais aussi autre 4e volet, c'est Bridget Jones, folle de lui. Donc c'est le 4e volet des aventures de Bridget Jones, toujours avec Renée Zellweger, toujours avec Hugh Grant, toujours avec Colin Firth. Alors oui, toujours avec Colin Firth, même si on apprend au bout de 5 minutes dans le film que Mark Darcy est décédé. Voilà, donc Bridget Jones est veuve et mère de 2 enfants. Et du coup, elle doit composer avec sa vie de maman, mais aussi avec son envie de... Sa vie amoureuse. Voilà, de renouer avec l'amour. Et on pourrait penser que c'est l'épisode de trop. Je dirais que le film souffre d'avoir beaucoup de longueur. C'est un film de 2h10. Ah, ça c'est un peu gênant pour un film, une comédie qui peut normalement, qui doit être un peu enlevée, quoi. Voilà. Je dirais qu'il y a bien 20 minutes de trop, mais le film manque pas de pertinence pour autant, parce que je trouve que ce que le film dit du deuil, il le dit avec beaucoup de sincérité, avec même pas mal d'originalité, et c'est des séquences qui vont droit au cœur et qui fonctionnent plutôt bien. Donc franchement, rien que pour cela, je trouve que je suis assez content d'avoir vu le film, d'avoir pu parler du deuil, d'avoir pu aussi parler d'une mère célibataire qui doit s'occuper de ses enfants, mais aussi qui veut aussi avoir une vie à côté, quoi. Et sujet très actuel, et en même temps, c'est pas lourd. Donc voilà. Oui, ça doit rester quand même léger, je suppose. Voilà. Mais en même temps très pertinent. Donc c'est un 4e volet. C'est pas le meilleur de la saga. Le premier reste le meilleur, le reste le plus drôle.
Mais voilà, c'est une bonne suite qui ne semble pas annoncer d'autres volets. D'ailleurs, il n'y a que 4 bouquins, donc je pense que c'est sans doute le dernier film. Et c'est pas plus mal. Voilà. Ça fait plaisir de revoir Bridget Jones et de revoir Hugh Grant, certes pour un petit rôle, mais c'est quand même le personnage le plus drôle, Hugh Grant, le côté comme toujours. Un petit peu original dans ce film, dans ce registre, non? Tu veux dire Hugh Grant? Ouais, il est un peu... disons que... C'est un peu le trublion quand même. C'est un chaud lapin. Voilà. Voilà. Et puis par contre, il y a un grand film que je vous conseille, c'est The Brutalist, réalisé par Brady Corbet, si je me souviens bien, avec Adrian Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. C'est une fresque de 3h35. Alors je sais que la durée peut faire peur. C'est ça, ouais. Il y a une entracte de 15 minutes au bout d'1h40, donc pour les gens qui ont des problèmes de vessie, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais véritablement, c'est... Il va y avoir des embouteillages aux toilettes, oui. Mais c'est une très très grande fresque. C'est une fausse histoire vraie, donc d'un émigré hongrois, si je ne me trompe pas, qui a donc subi l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, et qui arrive aux États-Unis et va essayer de vivre l'American Dream, de réussir sa vie là-bas. C'est pas un sujet original par ailleurs, hein, parce que ce genre de sujet, on l'a déjà vu dans moult histoires. Hein. C'est le traitement qui est différent. Je pensais à Le Roi Vert, c'est un bouquin d'un écrivain qui était assez controversé à l'époque, alors j'arrive plus à me rappeler, qui fait un peu référence à ce même déroulement d'histoire, on va dire. D'accord. Mais là, le traitement est assez différent. La fin est très surprenante. Et c'est assez passionnant de suivre du coup cet architecte qui a vraiment un talent rare, hein, vraiment le personnage d'Adrian Brody, et de voir du coup son ascension grandement aidé par l'intelligentsia locale. Et le film montre du coup la démesure, l'envie de construire des bâtiments extraordinaires, de mêler plusieurs bâtiments en un seul, mais aussi et surtout là pour pointer du doigt ou faire un doigt d'honneur, comme vous voulez, à la xénophobie mondaine, on va dire. Voilà, on va dire le racisme des salons, où de prime abord on va dire les gens sont assez accessibles et ouverts, et en fait n'attendent qu'une chose, c'est que l'étranger se plante pour finalement le pointer du doigt. J'ai retrouvé le pour le Roi Vert, c'est Paul Lou Sulitzer. Ah oui, qui vient de nous quitter d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Il est décédé la semaine dernière. Ah oui, effectivement, je viens de voir à l'instant, 6 février, d'accord. Comme quoi c'est marrant, parce que... Enfin, c'est marrant, c'est une coïncidence. Et donc ce film, enfin ce bouquin, je suis pas sûr qu'il ait été adapté, mais il y a des relents il y a des similitudes avec l'histoire de Brutalist, je trouve. D'accord. D'accord. En partie. En filigrane. En filigrane, oui. Mais voilà, The Brutalist, donc moi je vous le conseille, c'est magnifiquement réalisé, c'est magnifiquement interprété, c'est peut-être un petit peu long sur la fin, comme toujours, hein. Évidemment quand on va arriver les 3h30, il y a peut-être les 10-20 dernières minutes qui sont un peu plus longues, mais vous serez récompensé par la fin qui va vous faire revoir le film sous un tout autre jour. Et j'ai bien aimé cette petite surprise finale. Franchement, donc The Brutalist, multiples fois nommé aux Oscars cette année, sans doute l'un des plus grands candidats au meilleur film. C'est ce qui se murmure. Donc à voir. Mais en tout cas, moi je vous le conseille chaudement. Et puis je vous conseille pour ceux qui seraient intéressés, Bridget Jones Folle de lui et Captain America, vraiment que pour les aficionados. Et c'est un fan de Marvel qui vous le dit. Donc voilà. On pouvait le faire confiance quand même. Côté conseil télé, Vincent. Conseil télé. Alors moi j'ai vu qu'il y avait un film dimanche 23 février à 21h05 qui passe sur TF1 mais série film. C'est pas TF1 machin, mais et le titre c'est Limitless de Nell Burger, un film qui est sorti en 2011 avec dans le rôle principal Bradley Cooper
Et il y a d'autres acteurs comme Robert De Niro et puis Abby Cornish également. C'est adapté d'un roman qui s'appelait The Dark Fields d'Alan Glynn en 2001. Et l'histoire est la suivante. C'est un personnage qui est écrivain, voilà, qui n'arrive pas à finaliser un bouquin et qui est pas dénué de talent, mais qui manque de volonté, et qui est un peu dans le creux de la vague, et puis qui va incidemment se retrouver finalement avec un composé chimique que va lui filer son beau-frère, qui est censé lui redonner un petit peu de tonus et puis de force. Et en définitive, il s'avère que c'est vraiment la substance. C'est une substance d'abord qui est pas commercialisée encore, qui se distribue sous le manteau à un prix défiant, enfin un prix très élevé. Et donc c'est le NZT, et donc il va être amené à le prendre en définitive. Au début c'est pas très très sûr, et il va s'en suivre à la suite de ça toute une histoire assez folle, puisque ça va décupler ses capacités. Et ça va entraîner aussi beaucoup de problèmes et de conséquences. Et donc je vous spoil pas trop le truc, parce que c'est vraiment à voir. Je trouve que c'est bien mené, c'est haletant. C'est un thriller, et avec un rebondissement à la dernière minute qui est assez intéressant, pardon. Et donc voilà, si vous n'avez pas vu ce film, moi je vous engage vivement à le découvrir. Ça vaut le coup et on s'ennuie pas une seule seconde. C'est très prenant. Parfait. Donc Limitless, tu as dit ce vendredi ? Ce dimanche, 23 février. Dimanche 23 février. Donc vous avez encore le temps d'attendre. Et Nell Burger, c'était celui qui avait fait, entre autres, L'Illusionniste. Oui. Un film de 2006 qui était avec Edward Norton. Tout à fait. Et aussi le premier volet, il me semble, de la saga Divergente. Divergente, oui, ouais. Tout à fait. Égal. Bon. On va se faire une deuxième pause musicale avant de se lancer dans notre focus sur le sport au cinéma, et je vous propose d'écouter une chanson de Madonna, This Used to Be My Playground, qui est tirée du film Une équipe hors du commun, où Madonna jouait, mais aussi avec Tom Hanks et Gina Davis. Un très beau film, je vous en parlerai juste après. On s'écoute ça et on revient tout de suite. Votre radio au cœur du territoire, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Rebonsoir Vincent. Salut Kevin, et salut à tous nos auditeurs qui ne nous ont pas quittés, j'espère, et qui sont toujours là, ou bonjour à ceux qui nous rejoignent. Tout à fait, et il est temps d'aborder notre focus de la semaine, qui est consacré au sport, au cinéma, puisque la plus grosse sortie de la semaine, c'est Mercato, un film donc sur le mercato footballistique. Nous nous sommes dit que c'était peut-être le moment de mettre en lumière certains films sur le sport. On va commencer sans plus tarder par peut-être le sport le plus cinégénique. Oui, parce que le sport dans le cinéma, c'est quand même un sujet plus que vaste. Oui. Parce que si on se réfère aux pratiques sportives, on a des références cinématographiques pour quasiment chaque sport. C'est ça. On peut quasiment le dire. Mais le plus grand. Un des plus grands et un des plus cinématographiques, on va dire. Voilà. Ou cinégénique. Cinégénique, voilà, tout à fait. Je cherchais le terme, merci. C'est quand même la boxe. La boxe, tout à fait. Alors, on va commencer par évoquer l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Bien sûr, la saga Rocky et la saga Creed, du coup, qui en est découlée. C'est peut-être moi, je t'avoue qu'on me dit film de sport, instinctivement, je ne peux pas ne pas penser à Rocky tout de suite. Ouais, mais c'est vrai que ça en fait partie. C'est en tout cas un des des principaux, quoi. Et un des plus grands succès, Mais en fait, c'est la valeur du sport aussi qui fait toute la force de l'histoire, parce que c'est une histoire d'une volonté de quelqu'un qui sort de nulle part, enfin, en tout cas des plus basses couches sociales, pas entre autres, et qui finalement va arriver au sommet, et ça fait rêver, quoi. C'est des films qui font effectivement rêver, et qui nous sortent de l'ordinaire.
C'est ça. Mais ce qui est intéressant avec Stallone, c'est qu'il est allé jusqu'à du coup, comme Icare, en quelque sorte, il est allé jusqu'à montrer le rêve. Et puis il y a à partir du 5e film, c'est ce retour à la réalité qui est assez brutal, et où le personnage du coup va redescendre l'échelle de manière très très brusque. Pour sauver sa santé au final et pour sauver sa famille également. Et je trouve que c'est là aussi pourquoi la saga Rocky a beaucoup marqué le grand public, c'est que c'est vraiment un personnage qu'on a suivi dans tous ses drames et dans toutes ses réussites en fait. Et je pense que le public est très attaché à ça. Voilà, c'est un personnage attachant en fait. Rocky, c'est vraiment le personnage auquel on aimerait s'identifier et pour pouvoir surmonter toutes les épreuves, quoi. Voilà. C'est ça. Et Rocky et Stallone et Rocky, c'est un peu voilà, il y a quelque chose qui est quand même assez trouble parce que le parcours, même si Stallone n'était pas boxeur, mais Stallone a connu dans sa carrière les mêmes hauts et les mêmes bas que Rocky d'une certaine manière. D'ailleurs, l'histoire dit qu'il a essayé de proposer le scénario à de nombreuses personnes qui n'ont jamais voulu le produire. Donc il a fini par le faire lui-même en se mettant un peu à l'amende et en prenant un énorme risque, mais qui a payé en définitive parce que voilà. Tout à fait. C'est quelque part, c'est un peu le parallèle avec son histoire et l'histoire de Rocky. C'est ça qui est formidable et c'est ça qui, à mon avis, touche aussi beaucoup le public et les spectateurs. Ouais. Mais avant Rocky, il y a quand même des films de boxe qui étaient éminemment marquants. Évidemment, on peut pas évoquer Raging Bull avec Robert De Niro de Scorsese. Il y avait un très très vieux film aussi. Moi, j'avais vu le remake. J'ai pas vu le film initial qui s'appelait Le Champion. C'était un film de Frank Vidor avec John Voight. Alors ça, c'était le remake. C'était le remake, le Champion avec Frank Vidor. Alors, je sais plus les acteurs. C'était en 1931. C'est tout ce que j'ai noté. D'accord. Et moi, j'avais vu le remake de Franco Zeffirelli en 1979 avec John Voight et puis Faye Dunaway. Et puis qui racontait l'histoire d'un boxeur qui reprend les gants pour pouvoir assumer en fait son petit garçon et donc être fier de comment dire se rendre fier, gagner la fierté, l'admiration de son fils. C'est un film qui est très 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 émouvant et poignant. Et moi, je vous défie de ne pas pleurer à la fin de ce film. Voilà, je spoilerai pas. Mais par contre, Raging Bull, c'est en effet un excellent biopic aussi de Jack LaMotta. Il y avait un autre film sur la boxe avec Paul Newman. Il y a le titre Violence dedans, il me semble. Ça me vient à l'esprit, là, j'avais pas pensé, mais sans doute. Alors, je vais regarder. Puis il y a un autre film de boxe, évidemment, qu'on est obligé de parler parce que c'est un immense chef-d'œuvre d'un réalisateur que l'on aime beaucoup. C'est $1 Million Baby, réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, mais surtout avec Hilary Swank. Et puis Morgan Freeman, donc qui montrait la boxe féminine et les conséquences dramatiques que peut engendrer ce sport. C'était un film très fort sur la boxe, aussi un film très dur sur l'aide à la fin de vie. C'est vraiment un bijou, c'est un joyau, je trouve, réalisé par Clint Eastwood. C'est un film qui ne cesse de me surprendre à chaque fois que je le regarde. C'est vraiment un grand moment d'émotion et porté par l'extraordinaire Hilary Swank qui avait gagné l'Oscar, il me semble. Alors, j'ai retrouvé le film avec Paul Newman. C'est un film qui s'appelle, donc le titre anglais, c'est Somebody Up There Likes Me, qui met en scène donc Paul Newman dans le rôle de Rocky Graziano. D'accord. Un boxeur dont la carrière accidentelle est marquée par des luttes personnelles et des relations compliquées, faisant de ce rôle un tournant dans sa carrière d'ailleurs. Et je crois que c'était Marqué par la haine, le titre français, qui est un film magnifique que j'ai vu il y a très très longtemps. J'étais jeune, mais ce film m'avait énormément marqué, justement, c'est le cas de le dire. Autre film de sport et autre film de combat, c'est aussi Warrior. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, non, ça ne me dit rien. Alors, si je me souviens bien, c'est de l'UFC, je crois. C'est avec Joel Edgerton et Tom Hardy. Et en fait, c'est l'histoire particulière de deux frères
qui vont finir par se retrouver sur le ring et à s'affronter en fait. Et le film est assez réussi. Il y a Nick Nolte aussi dedans, qui en fait est le père, mais qui va entraîner qu'un seul des deux fils en fait. Et le film était assez surprenant. Il me semble qu'il était réalisé par Gavin O'Connor, si je me souviens bien, un réalisateur qui est pas très connu, mais qui gagne. Il a fait quelques bons films. Et voilà, Warrior, je vous le conseille chaudement, un très bon film. Alors, je vous avais parlé de Le Champion de Frank Vidor en 1931. Il y a encore plus vieux, puisqu'il y a évidemment en 1915, il y a The Champion qui était réalisé par Charlie Chaplin. N'oublions pas cette fameuse... C'était un court-métrage ? Ouais, c'était une fameuse scène de boxeur où il boxe de manière un petit peu décalée et marginale, où il se cache derrière l'arbitre, où il joue. Il y a des scènes mémorables et de grande inventivité comme seul Charlie Chaplin savait les faire, et qui est magnifique aussi. Tout à fait, tout à fait. Autre film du sport, peut-être pas dans le combat, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On en a parlé, mais on va peut-être zapper assez rapidement, c'est les courses automobiles, parce que c'est très très cinégénique aussi. Voilà. Et il y en a eu d'innombrables. D'innombrables qu'on pourra on y reviendra ultérieurement. Voilà. Parce qu'on aura l'occasion, à l'occasion de sortie d'un film qui s'appelle Rapide, tout à fait. Film français. Puis il y aura aussi en juin, alors que ça c'est en avril, et en juin il y aura F1 avec Brad Pitt. Donc on reparlera très certainement de tous ces sports-là. Donc ça, le sport mécanique évidemment, c'est un peu un incontournable du sport dans le cinéma. Sinon on a quoi? On a sur le tennis, on a quand même pas mal de films sur le tennis. Ouais. Récemment on a eu la méthode Williams avec Will Smith qui racontait l'histoire qui avait l'air pas mal du tout. Je l'ai pas vu ce film, mais ça m'avait l'air c'est un film très intéressant. Qui est très intéressant, puisque c'est donc le père des sœurs Williams qui montre à quel point il a décuplé leur talent, il les a vraiment poussés jusqu'au bout, mais il les a aussi en même temps poussés à bout, en fait. Ouais. C'est qu'il y a un engagement de sa part qui, à mon avis, était très très... C'est ça, c'est que vraiment entre le martyr et entre martyriser et faire élever, voilà, il y a une mince frontière et que le personnage va franchir à plusieurs reprises, et donc c'est vraiment c'est très intéressant. C'est un peu le travers dans lequel peuvent tomber d'ailleurs les parents qui veulent absolument faire de leurs enfants des génies, et donc qui mettent au-delà même de la volonté même de leurs enfants beaucoup de pression à ceci pour qu'ils arrivent à être comme eux aimeraient, en définitive, comme les parents aimeraient qu'ils soient en définitive. Tout à fait. Sur le tennis aussi, on pourra parler de Battle of the Sexes, qui était assez amusant, qui est un peu passé à la trappe, mais qui était un film avec Emma Stone et Steve Carell sur l'histoire vraie du match de tennis entre un homme et une femme. Donc l'homme, je ne me souviens plus de son nom, mais était connu pour être un macho notoire. Et du coup, il y avait eu cet affrontement pour que la tenniswoman lui prouve que les femmes aussi pouvaient jouer au tennis et peut-être battre un homme. Et donc c'est une comédie qui est assez amusante, mais qui est du coup inspirée d'une histoire vraie. Autre sport, on pourrait parler aussi de... On peut parler du foot aussi, parce que bien sûr. Est-ce que tu as de bons films de foot à donner? Il y avait le Coup de tête. Alors ça sort un peu... avec Patrick Devers. Patrick Devers, donc film de... Tavernier? Non, pas Tavernier. Non. L'autre. Le nom de la rose, là, celui qui faisait le... Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, et qui est extraordinaire. Et moi, j'adore Patrick Devers. Et là, pour le coup, c'est un peu en filigrane quand même, parce que c'est l'histoire d'une équipe de foot en province, dans lequel est impliqué Patrick Devers. Mais bon, après, il y a toute une histoire qui se joue là-dessous, avec des petites mesquineries provinciales dont va être victime finalement Patrick Devers, et puis qui va se venger de manière plutôt savoureuse à la fin. Voilà.
Et sinon, il y avait aussi À nous la victoire, un film de 1981 de John Huston. Sur le football américain. Sur le football. Il y avait d'ailleurs Stallone, Michael Caine. Des acteurs incroyables qui étaient aussi dedans. Hein. C'était le football américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et c'était des prisonniers, donc ils avaient mis au point le fait de pouvoir participer à un tournoi en négociant le fait que les meilleurs joueurs soient récupérés auprès de tous les camps pour pouvoir se battre contre l'équipe allemande. Et puis évidemment se mêle à ça une histoire d'évasion ils vont profiter de cette occasion-là, disons, pour fomenter un plan d'évasion. Et il se joue en fait un dilemme entre le match dont on voudrait bien voir aboutir le résultat final en faveur des prisonniers et contre les Allemands, et le fait qu'ils puissent s'échapper aussi. Donc ça se coopte un petit peu là, dans ce film, et c'est pas mal du tout. C'est vrai. C'est assez prenant, je trouve. Et puis pendant qu'on parle de football américain, on l'a évoqué du coup musicalement un peu plus tôt dans l'émission, c'est Jerry Maguire de Cameron Crowe, si je me trompe pas, qui était donc un film avec Tom Cruise, avec Renée Zellweger et Cuba Gooding Jr., qui était donc l'histoire de cet agent sportif qui doit s'occuper d'un nouveau joueur de football américain. Donc le joueur est interprété par Cuba Gooding Jr. et l'agent sportif est interprété par Tom Cruise. Et on va dire que le sport est vraiment en filigrane au début, enfin très important au début, et après c'est un peu plus en filigrane puisque le film est surtout là pour le thème du sport est surtout là pour être un prétexte à une intrigue de romance qui est plutôt bien écrite entre Tom Cruise et Renée Zellweger, avec des répliques cultes. Tu m'as eu à bonjour, show me the money. Enfin, voilà, c'est un très 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 bon film. L'un des premiers grands rôles de Tom Cruise au demeurant, puisqu'il était sorti dans les années 90 si je me trompe pas. Et Jerry Maguire, c'est un film que je vous conseille. On peut ensuite passer sur il y avait un film sur le football américain qui est peut-être un peu en filigrane, c'est Le ciel peut attendre. Ciel peut attendre. Excellent. Une excellente comédie avec en plus un côté très ésotérique, mais en comédie, et qui est assez hilarante, avec Warren Beatty et Buck Henry, qui était sorti en 78. Et c'est un gars, en fait, c'est l'histoire d'un quarterback des Rams de Los Angeles qui, en fait, meurt de manière un peu prématurée, mais en fait, c'est pas son heure. Et il se retrouve devant Saint-Pierre qui lui dit, l'équivalent en tout cas, et qui le réinvestit dans la peau d'une autre personne en attente de pouvoir être replacé correctement, parce qu'il y a eu une erreur, et ça donne lieu à quelque chose d'assez foldingue, à vrai dire. Et c'est aussi une romance finalement, parce qu'il y a une histoire d'amour qui se joue entre ce personnage-là et puis donc une jeune femme qui est en fait opposée au gars. Alors je sais pas si je suis très clair, parce que c'est vraiment un souvenir lointain. Ouais, voilà, mais il y a un scénario qui est incroyable et c'est très cocasse, c'est très émouvant en même temps. Donc avec en filigrane le football américain quand même. Sur le baseball, il y a pas mal de bons films. Moi, je vous ai un peu parlé un peu plus tôt donc d'une équipe hors du commun qui est donc un film avec Madonna, Gina Davis et Tom Hanks, qui est l'histoire d'une équipe de baseball féminine entraînée par un Tom Hanks qui est à contre-emploi total puisqu'il est bourré H24 et qui est assez détestable au début. C'est vraiment un film qui est, je pense, pas très connu en France, mais qui gagne à être connu. Et Amazon Prime l'a adapté en série assez récemment. Sur le baseball aussi, il y a le stratège, si je me trompe pas, avec Brad Pitt. Brad Pitt, oui, c'est ce que j'allais dire. Qui était là encore plus concentré sur comment entraîner une équipe de baseball, puisque le personnage de Brad Pitt était entraîneur. C'était un film assez passionnant. Sur les rouages du baseball, qui est un sport qui nous dépasse un peu, nous, en tant qu'Européens, parce que c'est quand même très très américain. Ah oui. Et avec des rouages assez subtils, assez compliqués en fait à comprendre pour des gens néophytes en la matière.
Tout à fait. Côté autre sport, l'athlétisme. On va dire, il y a un film auquel je pense qui est assez marquant, avec une belle musique de Vangelis, qui sont les Chariots de feu. Bien sûr. En 1981, donc qui était assez marquant, avec la musique assez entêtante et assez emblématique de ce film. Vous avez tous couru au ralenti en pensant cette musique. C'est possible, ouais. Autre film tu parlais d'athlétisme mais aussi de sport sur le JO, il y a aussi le saut à ski avec un film excellentissime et qui gagne à être connu parce que je trouve qu'il est pas assez connu, c'est Eddie the Eagle avec Taron Egerton et Hugh Jackman. L'histoire vraie d'un garçon qui s'est juré qu'il participerait un jour aux Jeux Olympiques et de fil en aiguille il va tomber sur le saut à ski. Il y a Christopher Walken aussi dans ce film, c'est très drôle, c'est très émouvant aussi, c'est le film feel good par excellence. Vous avez passé un très très bon moment. Et puis j'avais envie de dire quand même côté film français, peut-être le meilleur film français sur le sport. C'est sur un sport en particulier, sur l'apnée, je dirais Le Grand Bleu quand même. Ah bah Le Grand Bleu, ouais, c'est pas mal, ouais. Puis sinon il y a tous les films aussi d'arts martiaux. Oui. Voilà. Non, je sais plus à quoi c'est un sujet qui est trop vaste en soi. Il faudrait s'atteler en fait à un seul sport pour pouvoir égrener tout ce qu'il a comme lien avec le cinéma. Parce que là, puis alors en plus de ça, sans qu'on parle véritablement du sport de manière très précise, il y a peut-être des films avec en filigrane le Bien sport sûr. de telle pratique. Il y a les films sur le cyclisme aussi. Il y a pas mal de choses. Quand même. Le vélo de Guylain Lambert, si je me souviens bien du nom, avec Benoît Poulvorde. Voilà, on vous a fait une présentation globale. Ah oui, c'est très vaste, oui. Mais nous pourrons y revenir le cas échéant. On vous conseille évidemment de redécouvrir tous ces films. On vous a pas parlé des moins bons, c'est déjà bien. En tout cas, ceux qui méritent d'être vus. On s'est vraiment focalisé sur les films qui sont à voir, vraiment à voir. Et donc c'est tout pour nous pour cette émission et cette semaine. Côté programmation à la radio, demain vous allez retrouver 2 émissions. Questions de parents présentées par Elodie L de 12h15 à 12h45 et l'émission Parents Autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. Et on peut rappeler peut-être Cadra, donc. Et oui, on peut toujours rappeler à vos agendas que le vendredi 28 mars, la soirée du film court, organisée par le club vidéo 4A, sera donc organisée au cinéma Victoria, vendredi 28 mars à 20h, entrée gratuite, plusieurs courts-métrages, animation, fiction, documentaire, avec beaucoup de sujets avec soi. Voilà, l'entrée est gratuite, foncez, mais on va pas vous lâcher, on va en reparler plusieurs fois jusqu'à cet événement et nous aurons l'occasion de les recevoir très prochainement. D'ici là, passez une très bonne semaine. On va se quitter sur un dernier son sportif. Le classique, parmi les classiques, j'ai envie de dire Eye of the Tiger de Survivor, tiré du film Rocky 3, L'œil du tigre. Ça booste ça. Tout à fait. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et surtout, allez au cinéma. Ciao, ciao. Belle toile.